Depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent. En 2024, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, et de devoir dire qu'il y a des enfants. Oui, Iman, t'es sûr que tu as vu des enfants mourir? Oui. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. J'en appelle à vous tous, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que c'est déjà trop tard. Même en arrêtant aujourd'hui, là, c'est déjà trop tard. جدع ايوه خليك هيك راجع تمام بدنا هي تكون في الهيد تمام J'ai eu quotidiennement des patients arrivés déjà morts sur des civières ou portés par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts ou parce que les ambulanciers ont trop peur de se déplacer dans certaines zones. J'ai déjà eu un âne arrivé qui est mort devant les urgences parce qu'on lui a tiré dessus sur le trajet. Et donc les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Et je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, hein, ils ne nous l'amènent pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, hein, pas d'autre terme. Il faut dire les choses comme je les ai ressenties. Et on vous regarde. Et comme vous êtes la seule étrangère du service, on estime que vous avez peut-être des compétences à pouvoir réanimer meilleures que celles de leurs médecins locaux. Et non, vous annoncez qu'il est mort et qu'on ne va rien faire. Donc ils repartent avec en hurlant, mais toujours en vous respectant. Donc ça, c'est pour la partie très matinale, parce qu'ils ne se déplacent pas la nuit, ils ont très peur de se déplacer la nuit. Et ensuite, la journée donc, commençait à peu près au lever du soleil, et elle était très intense, puisqu'on essayait de travailler en soignant les enfants. Beaucoup de plaies de la face, beaucoup d'exorbitation, un deuil qui n'existe même plus, de plaies de la tête, de la face, de l'abdomen. Comme l'a dit Shams, ils savent vous viser. Je voudrais quand même signaler que cette guerre contre les civils n'est pas par hasard, et c'est une volonté préméditée d'attaquer les civils. Ce n'est pas du tout une attaque parce qu'on cherchait les terroristes, que par hasard, par erreur, on touchait les civils, mais vraiment on visait les civils. On vise à détruire les hôpitaux, pour détruire les infrastructures palestiniennes, pour rendre Gaza comme un territoire impossible à vivre, pour que les gens puissent par la suite fuir, soit maintenant, soit plus tard, quand le territoire de Gaza ne permet pas une vie normale. On n'a jamais soigné, on n'a jamais vu un combattant, et je parle sous contrôle de mes deux collègues et des autres aussi. On n'a jamais, et on s'est déplacé librement sur la route, on n'a jamais été arrêté. Il y a une présence policière, certes, mais très discrète, mais pas de combattants. Quand j'allais en réanimation, voir où en était le patient qu'on avait apporté dans la matinée, qu'on avait transféré dans la matinée, et 9 fois sur 10, il était déjà décédé ou décédé le lendemain. Effectivement, le taux de mortalité est fou. On pourrait se demander pourquoi, puisqu'on a réussi à le réanimer aux urgences, mais les moyens ne suivent pas. On a visité les centres de soins au plus près des camps de réfugiés. Donc on a vu la boue, on a vu la douleur, on a vu les souffrances. Et oui, avec des moyens qui sont quasi inexistants. Ils n'ont même pas de quoi
ausculter une oreille, même pas d'autoscope. Ils n'ont pas d'extro, ils n'ont pas de rien. Ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils ont une humanité et une dignité que je n'ai jamais rencontrées auparavant. Et je veux les saluer pour ça. Voilà, donc ça c'était un peu pour la partie médicale. Ensuite, pour la partie plus humaine, l'hôpital est un lieu de vie avec beaucoup d'enfants qui n'ont plus de jeu du tout. Si c'était à refaire, je n'emmènerais pas de matériel médical puisque l'impact a été beaucoup trop faible dans mes petites valises. J'amènerais du chocolat, du café, beaucoup plus de bonbons que les 4 kilos que j'ai emmenés. Et j'apporterai du sourire plus que du soin finalement en tant que tel, puisque au final, à quoi ça sert? Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Donc autant apporter un peu de bonheur. Des gens qui ne sont pas comptabilisés dans la guerre, mais ils sont morts quand même. C'est les maladies chroniques, l'hémodialyse, c'est les autres maladies chroniques, le diabète, etc., qui ne sont pas du tout prises en charge. Donc leur état se dégrade et ils sont morts quand même. Donc il y a beaucoup plus de morts par maladie qui ne devaient pas l'être que par la guerre elle-même. Aussi, il y a les maladies, maintenant, troisième catégorie des maladies, c'est les maladies qui sont inventées par la guerre, parce que la guerre, elle apporte beaucoup de mal, mais elle apporte aussi des maladies. Et la maladie de la guerre, c'est la pauvreté, la promiscuité, la sous-alimentation, le problème des femmes qui accouchent, et les enfants qui rattrapent des maladies contagieuses, les bronchiolites, et il y a un taux de mortalité très important aussi parmi eux, dû simplement aux pathologies qui sont nées à cause de la guerre. Donc, si on comptabilise tout ce monde-là, à mon avis, il faut multiplier le chiffre de morts officiels par 3 ou par 4. On a aussi sélectionné aux urgences, on a sélectionné qui ont réanimé et qui ont laissé mourir sur un brancard ou par terre sur le côté. Donc il faut parler de ces victimes indirectes, puisque ce monde de fou n'entend pas que les victimes directes soient des victimes. Il faut parler des victimes indirectes, il faut parler du manque de moyens, il faut parler des soignants aussi qui sont en deuil, qui font ce qu'ils peuvent, mais ils sont eux-mêmes en deuil. Ils ont tous perdu quelque chose, au minimum leur maison. Au minimum, leur voiture, leur maison, leur train de vie, leur argent, tout ça. Et ensuite, ils ont perdu des collègues, c'est-à-dire qu'en réanimation, il y a les photos des collègues sur les murs. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu leur voisinage, ils ont tout perdu. Et ils soignent quand même. Voilà, donc il faut parler de tout ça. Ce qui était le plus désolant, moi je trouve, c'est le regard des enfants. Les enfants qu'ils attendent d'être consolés, d'être rassurés, d'être d'une protection, d'une présence des adultes, là où les adultes ne peuvent pas la donner. Ça, c'était très désolant. Et on le voit autour de nous. Ces enfants perdus. Les enfants à Gaza, ils savent ce que c'est le bruit du F-35. Ils arrivent à faire la différence avec le F-16. Ils arrivent à faire la différence avec les missiles ou un tir de tank. Et ils arrivent à déterminer la distance. Parce que nous, en fait, quand on entendait un bruit, eh ben, ça résonnait fort au bloc opératoire. On avait en fait même les murs. Après, on s'est habitué, comme il a dit mon collègue, on s'est habitué à ces murs qui vibrent là comme ça. Et eux, ils sont calmes, ils disent non, t'inquiète pas, c'est à 600 mètres. T'inquiète pas. Ben, je sais pas par quel moyen ils arrivent à le faire. Mais on dirait qu'ils ont une expertise par rapport au bruit. En fait, en fonction du bruit, ils savent ce que c'est et à quelle distance. Et ça m'a impressionné, quoi. Enfin, c'est-à-dire que de voir des enfants qui parlent de ça. Je me pose aussi la question de savoir quels adultes vont-ils devenir quand leur enfance aura été bercée, bien sûr, par tout ça, mais aussi par les images que moi j'ai en tête, où ils entraient beaucoup au déchocage, parce qu'ils ont dû comprendre que cette pièce, on était toujours un peu très occupés.
Et ils entraient et puis passaient entre les cadavres ou les personnes en train d'être réanimées ou des personnes qui n'allaient pas bien pour essayer d'attraper des gants, en faire des ballons, essayer d'attraper des seringues et jouer avec l'eau dehors, l'eau de pluie. Donc ces enfants vont se souvenir quand même et qu'ils ont joué au milieu de morts. J'ai très peur pour leur développement psychologique. Quand tout ça sera fini, parce que tout ça se terminera, comment vont-ils grandir? Qu'est-ce qu'ils vont garder comme séquelles psychologiques? Il y a beaucoup de patients qui doivent revenir au bloc opératoire pour les changements de pansement qui ne peuvent se faire que sous anesthésie générale. Donc on est obligé de les endormir parce que c'est des pansements en fait qui sont très très douloureux. Et ça, c'est tous les 48 heures, et même avec les pansements, les changements de pansement toutes les 48 heures, eh ben, on arrive à avoir quand même en fait beaucoup d'infections et du coup après on est obligé, par exemple pour les amputés, de monter un petit peu, c'est-à-dire que il y avait que la mi-jambe, après on passe à la mi-cuisse parce qu'en fait le moignon il est infecté et ça c'est un vrai problème, l'infection qui existe là-bas. Il faudrait faire quelque chose pour cet hôpital et les autres d'ailleurs, et ensuite et d'abord aussi surtout pour les enfants qui sont dans un état physique et psychologique catastrophique, mais qui ne les empêche pas d'être adorables. C'est-à-dire qu'au moment du départ, quand on montait dans les minibus, une petite fille m'offre un bracelet. Je lui dis non, tu en as peut-être plus besoin que moi. Elle m'offre le bracelet et me demande de faire un message pour ma fille en me disant c'est pour ta fille. Elle avait retenu le prénom de ma fille et elle a fait une petite vidéo. Elle dit Maïssa, je t'offre ce bracelet, garde-le précieusement, tu me le rendras quand vous aurez le droit de revenir. Ça c'est un message pour Maïssa. مايسة أنا تعرفت عليك من أمك نفسي كثير ألعب معك إن شاء الله بشوفك في المستقبل باي. Elle a dit qu'elle te connaît beaucoup grâce à moi, que j'ai beaucoup parlé de toi et qu'elle espère te rencontrer très vite. Bye. Donc moi, tous ces enfants-là, à un moment donné, ce monde doit ouvrir les yeux et se dire ok, il se passe ce qui se passe. Moi, je n'ai pas des compétences politiques ou autres pour en discuter, mais il y a des enfants. Ça devrait être la limite de tout être humain, en fait. Comment est-ce qu'on peut douter de l'innocence d'un enfant? Je pose la question, comment est-ce que je peux aujourd'hui venir devant vous et vous expliquer que c'est pas normal qu'un enfant de 7 ans soit tétraplégique parce qu'il a reçu une balle dans les cervicales? Est-ce qu'il faut vraiment que j'étaye mon propos et que je vous dise que c'est inhumain? Je sais pas, je pose des questions. Est-ce que c'est normal qu'il faille que je vous dise que cette maman diabétique, son bébé est décédé et elle l'a suivi 24 heures plus tard, laissant orphelin de sa mère un enfant de 4 ans, parce que cette guerre ne lui a pas permis de recevoir les traitements? Il faut que j'explique que c'est inhumain, vraiment. C'est de devoir le faire vraiment depuis une semaine, depuis mon retour. Je me dis, il y a quelque chose où c'est moi qui ne vais pas bien, ou il y a un problème quelque part. شيالة شيالة خليك مغضى عليك يا عم. الله أكبر ما شاء الله. Bara, qui est revenu de Al-Aqsa, pleurait. Il est rentré le samedi avant notre départ. Il pleurait et pourtant il pleurait parce que il a, comme il dit, sauvé la vie d'un bébé de 8 mois qui a eu les deux bras arrachés. Il lui reste que la pince. Donc c'est lui qui l'a opéré. Il a dû lui amputer. Parce que comme c'est une explosion, donc il faut parer la plaie et amputer proprement. Mais elle n'a plus de famille. Et il pleurait, il me dit, je lui ai sauvé la vie, mais est-ce que je lui ai vraiment sauvé la vie? Elle n'a plus de famille, elle a personne. Cet enfant, elle a 8 mois. Et il pleurait, il me dit, en fait, j'ai opéré parce qu'il y avait le bloc, il fallait le faire. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être dû la laisser mourir. Enfin...